de manière à ce que tu ne sois pas coupé. Voilà. Tu sois pas coupé par cette phrase de l'intelligence artificielle. Maintenant que c'est fait, Fabrizio, encore merci. La parole est à toi. Merci, merci Adam, merci Christophe, merci au GEVAP de m'avoir invité. C'est vraiment une honneur. Et puis, j'aurais nettement préféré être avec vous à Lille, pouvoir papoter avec vous. Mais enfin, c'est comme ça. J'aimerais vous entretenir d'une question qui m'occupe depuis un bon moment, c'est-à-dire le lien entre l'évaluation et la motivation. Et je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour discuter du sensible dans l'évaluation. Je m'explique. Dans le plan que je vous ai préparé, j'aimerais commencer par vous dire dans quelle mesure l'évaluation, et quand je parle d'évaluation, je vais me focaliser sur l'évaluation normative, sur les notes, sur ce qui s'utilise le plus souvent. Combien cette évaluation, la sélection, la compétition vont main dans la main et ont des effets sur quelque chose qui est particulièrement sensible, quelque chose qui se sent beaucoup au niveau individuel, mais aussi au niveau de la collectivité, de la société, qui est la motivation. Et j'aimerais donc vous montrer ces effets motivationnels au niveau sociétal, au niveau des systèmes éducatifs, que ce soit à l'école, dans la formation professionnelle, dans les stages, dans tout ce qui a trait à des collectivités éducatives, et bien entendu au niveau des élèves, des formés. Et puis, j'en profiterai pour conclure sur ce parcours à travers lequel j'aimerais vous mener. Bien, si on commence par les effets sur la société et sur le lien qu'il y a entre évaluation, sélection, compétition, au niveau de la société, eh bien, nous savons que, par exemple, tous les pays sont objets de rankings, d'évaluation. Alors, il y a les rankings de Fitch, il y a les rankings de Standard Poor's pour ce qui est des indicateurs économiques. Il y a les rankings sur le classement des pays en fonction du respect des droits humains. Il y a le ranking qui est sorti récemment sur les pays les plus heureux et les moins heureux. Il y en a de tous les types. Alors, je vous ai mis un exemple qui est lié au monde de l'éducation et de la formation, donc le ranking en termes de résultats PISA. Et évidemment, ces rankings ne sont pas anodins. Ils donnent des indications, mais ils donnent aussi des rangs, ils donnent, évidemment, ils sont faits pour ça, ils donnent des privilèges. Évidemment, si on parle d'indicateurs financiers, ça attire ou ça repousse des investisseurs. Si on parle de PISA, ça donne des indications sur ce que les pays doivent ou veulent faire en termes d'investissement dans l'éducation. Et bien sûr, il y a des questions de prestige, de visibilité qui sont associées. Donc on voit que déjà au niveau sociétal, et au niveau sociétal, si on prend la compétition inter-pays, l'évaluation donne immédiatement à voir quelle est la position qu'on a dans le jeu de la compétition. Bien entendu, nous avons ça aussi au niveau des systèmes éducatifs. Il y a des rankings très officiels pour les universités, pour tous les établissements de formation tertiaire, mais aussi pour les écoles à tous les niveaux. Et même s'il n'y a pas de ranking au niveau officiel, eh bien, il y a des réputations, il y a du bouche à oreille.
Et ceci aussi a des implications en termes de désirabilité de ces établissements, de combien on peut facturer aux étudiants qui viennent chez nous, si on est dans un système libéral, ou de la sélectivité qu'on peut mettre en place dans une école si on est une école particulièrement bien cotée. Et bien entendu, on retrouve ça au niveau des élèves, au niveau des gens qui sont formés, parce que de recevoir une évaluation, une note, a une série de conséquences au niveau, bien sûr, du rang qu'on a dans la classe, dans le système de formation, de la réputation, mais aussi en termes d'opportunités qu'on a d'avancer d'une classe à l'autre, d'aller dans des filières plus ou moins prestigieuses. Donc, tout ça pour dire que nous sommes partis avec mes collègues Wojciech Światowski et Benoît Dampnier. Nous sommes partis du constat que je viens de brosser assez rapidement pour développer un modèle que je vous représente ici. Alors, c'est écrit très petit, mais ne vous en faites pas, je vais zoomer dans une seconde. Mais c'est juste pour vous montrer la structure de ce modèle, qui est un modèle de la circulation de la compétition à travers les systèmes éducatifs. Hein, comme je vous l'ai dit à l'instant, compétition, sélection, évaluation normative sont particulièrement liées et sont particulièrement pertinents dans les systèmes éducatifs, mais pour comprendre les dynamiques de l'évaluation, de la compétition, de la sélection à l'intérieur des systèmes éducatifs, il faut voir comment ces systèmes sont à l'intérieur d'un système social qui a certaines idéologies, certaines normes, qui vont amener à élaborer à l'intérieur du système éducatif des structures et des climats qui sont plus ou moins compétitifs, qui vont ensuite transmettre cette compétition à travers des valeurs, des buts, des comportements compétitifs chez les élèves, qui, avec cette formation, vont ensuite participer à la société et renforcer ou non ce climat compétitif. Voilà, ça c'est la structure du modèle et j'ai essayé de vous montrer une série de recherches qui, que nous avons réalisées ou que d'autres ont réalisées, qui se focalisent sur certains aspects de ce circuit et qui montrent comment à un certain moment, ces structures et ces dispositifs évaluatifs, sélectifs, compétitifs, créent du sensible. Et en particulier, je vais me focaliser sur la motivation. Euh, donc, si on commence par le premier point de ce plan, enfin le deuxième point de ce plan, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau sociétal. Alors là, je zoome un petit peu la partie haute de ce circuit. Et dans le papier que je vous ai mis là en note, nous avons essayé de répertorier quelles sont les idéologies et les valeurs compétitives qu'on trouve au niveau de la société, qui sont pertinentes, bien entendu, pour les questions éducatives, en particulier la méritocratie, la croyance en un marché libre et juste, le néolibéralisme, et puis les normes compétitives qu'on met en place pour soutenir ces idéologies, en particulier le productivisme et l'employabilité. Alors bien entendu, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de parler passer à travers tous ces points. Donc, je vais me concentrer sur un de ces éléments, la méritocratie, d'une part parce que c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé de façon particulière,
Et d'autre part, parce que si on reprend la thèse de Michael Sandel dans La tyrannie du mérite, eh bien, la rhétorique du mérite est une de ces rhétoriques sociétales extrêmement répandue, tellement répandue, qu'elle traverse le spectre politique de droite à gauche. Et effectivement, on le trouve dans plein de discours sur l'éducation. Euh, Juste pour vous donner un exemple, avec le nouveau gouvernement italien, le ministère de l'Instruction publique, donc le ministère de l'Éducation nationale, comme il s'appelle en Italie, est devenu le ministère de l'Instruction publique et du mérite. Donc, très, très central. Eh bien, ce qui est intéressant avec le mérite, c'est que c'est une idéologie. Alors, je vous montre ici un tableau que j'ai tiré des travaux de John Just sur les idéologies de justification du système. C'est quoi les idéologies de justification du système? C'est des idéologies qui ont comme objectif celui de maintenir l'ordre constitué, de maintenir la cohésion sociale, de maintenir la justice sociale telle qu'elle est représentée par la majorité, par les classes dominantes. Et effectivement, vous le voyez, j'ai entouré en rouge l'idéologie méritocratique, donc l'idéologie selon laquelle on reçoit en mesure nos capacités, de notre motivation, de notre investissement. Eh bien, c'est une idéologie très, très répandue, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est une idéologie qui sert à justifier la distribution des récompenses telle qu'elle existe. Donc, si nous avons beaucoup travaillé, si nous sommes très capables, eh bien, nous recevons beaucoup. Si nous avons peu travaillé ou que nos capacités ne sont pas très élevées, eh bien nous recevons des récompenses moindres sous forme de notes, sous forme d'accès à des filières plus ou moins prestigieuses, pour reprendre l'exemple de l'éducation. Et puis, la puissance de ces idéologies de justification du système, c'est que si je considère, par exemple, que voilà, je suis dans une position défavorisée, eh bien, cette position défavorisée, elle est juste parce que elle indique le fait que mes capacités sont pas très bonnes. Hein, voilà, j'ai un salaire qui est peu élevé, mais c'est parce que je n'ai pas étudié suffisamment pour aspirer à un travail qui me donnerait un salaire plus important. Donc, ça réduit d'une certaine manière ma tendance à protester, à revendiquer des conditions meilleures. Et on le trouve très, très clairement dans des recherches que John Just et ses collaborateurs et collaboratrices ont mis en place au cours des années. Alors, il y en a plusieurs, je vous en montre une seule, qui est intéressante, elle est corrélationnelle, mais elle est intéressante. Donc, on voit que ici, je pense que vous voyez mon curseur, ici, l'idéologie méritocratique est fortement associée à la légitimation des inégalités économiques, pour la raison que je mentionnais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que il y a des inégalités, des différences en rémunération qui dépendent de l'investissement et des capacités des gens. Et ce qui est très intéressant dans cette recherche, c'est qu'il y a un lien avec le statut socio-économique. Donc, plus le statut socio-économique est bas, plus on légitime les inégalités économiques. Hein. Toujours avec cette idée, alors c'est une recherche faite aux États-Unis, mais on trouve ça aussi dans d'autres pays, avec cette idée que si on est
dans une classe sociale défavorisée, on a besoin d'imaginer ce rêve qu'on appelait autrefois le rêve américain, hein, ce rêve de mobilité ascendante, que voilà, la société est perméable, et si on veut, on peut. Hein. Et donc, dans les classes qui sont défavorisées du point de vue socio-économique, ce rêve de mobilité ascendante est important. Donc, on se retrouve à légitimer les inégalités économiques, à adopter une idéologie méritocratique et finalement être content du point de vue économique, donc de ne pas protester. On a trouvé aussi ça dans des recherches que nous avons menées avec ma collègue Anatolia Batruch et d'autres collègues. Alors ça, c'est une étude sur une grande base de données secondaires, donc avec beaucoup de pays. Et donc pour montrer qu'il y a une certaine généralité de cet effet que je suis en train de mentionner, qui est de nouveau un effet motivationnel. Est-ce que je suis motivé à protester pour mes conditions qui peuvent être défavorisées? Eh bien, nous avons travaillé plus spécifiquement sur la croyance en la méritocratie scolaire. Donc, c'est la croyance que, pour faire vite, hein, à l'école, quand on veut, on peut. Hein, qu'à l'école, on reçoit des récompenses qui sont proportionnelles à l'investissement et à la capacité. Eh bien, plus on croit en la méritocratie scolaire, moins on perçoit qu'il y a des discriminations et des privilèges. Hein. Par exemple, qui est que des enfants de classe sociale favorisée, eh bien, ils ont des avantages dus aux moyens qu'ont leur famille. Hein. Et si on croit si on croit ça, eh bien, si on ne croit pas ça, plutôt, hein, c'est-à-dire que si on croit en la méritocratie scolaire, on pense moins qu'il y a des discriminations. Si on pense moins qu'il y a des discriminations, eh bien, on est moins motivé à s'engager dans de l'action collective pour redresser les injustices. Donc, vous voyez que le fait de penser que nous vivons dans une société qui est finalement juste, hein, parce que la méritocratie renvoie à l'idée qu'il y a une distribution des récompenses qui est juste. Eh bien, si ces récompenses sont justes, eh bien alors il y a moins de motivation à s'engager dans des actions correctives. Bien. Maintenant, passons au niveau des systèmes éducatifs. Donc, dans l'éducation, il y a plusieurs éléments qui font circuler la compétition, notamment des structures compétitives. Alors, j'ai parlé de l'évaluation normative, bien entendu, des notes. Hein. Les notes servent à rendre visibles les différences entre élèves et donc créent en elles-mêmes de la compétition. Il y a les filières, il y a le prestige des filières, qui est une forme de compétition, parce on rentre pas dans certaines filières. Et puis, quand on veut accéder à des filières, ou à des écoles, ou à des formations particulièrement prestigieuses, eh bien, il y a le numerus clausus qui est probablement une des formes les plus évidentes de compétition. Mais il y a aussi, donc ça c'est au niveau structurel, parce que c'est introduit par l'école, par le système éducatif, mais il y a aussi des climats compétitifs qui peuvent être introduits par les enseignantes et les enseignants à travers le climat de classe, à travers la structure des buts, hein, les buts qu'on fixe, les buts d'accomplissement hein, qu'on fixe à nos élèves, à nos étudiantes et étudiants, et le climat de l'erreur, c'est-à-dire comment on conçoit l'erreur.
Alors, de nouveau, je ne peux pas passer tout en revue, donc je vais me focaliser sur deux éléments. Un, le numerus clausus. Alors, ça aurait été logique que je me focalise sur l'évaluation normative parce que nous avons beaucoup travaillé là-dessus, sur les notes, mais voilà, j'en parle tout le temps. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du numerus clausus qui est assez intéressant à bien des égards. Et je vais parler aussi du climat de l'erreur sur lequel nous avons travaillé plus récemment. Alors, si on parle du numerus clausus, c'est des travaux que nous avons menés avec mon collègue Nicolas Sommet et Caroline Pulfray. Le numerus clausus est intéressant parce que, du point de vue de la structure de compétition qu'il introduit, parce que le numerus clausus crée une interdépendance négative structurelle. Pourquoi une interdépendance négative structurelle? Parce que s'il y a une seule place, hein, et que je l'obtiens, ben, les autres ne l'obtiennent pas. S'il y a que 15% des personnes qui participent au concours qui peut accéder, je ne sais pas moi, à des études de médecine, eh bien, tous ceux et celles qui ne font pas partie de ce 15%, eh bien, ne rentreront pas, hein. Donc, il y a un gâteau, il y a tout ce que j'obtiens de ce gâteau, les autres ne l'obtiennent pas, hein. Et l'autre chose qui est importante, c'est que dans le numerus clausus, il y a aussi une fonction démonstrative de qualité, hein. C'est pour ça, par exemple, il y a souvent le débat sur les écoles de médecine, que ce soit en Suisse, en France ou dans d'autres pays, en Italie aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas voilà, rendre les études plus perméables parce que nous avons besoin de médecins? Ben non, parce que la sélectivité est un indicateur de qualité, hein. Plus un système est sélectif, plus les gens qui sont sélectionnés sont censés avoir du mérite, hein, parce que finalement le mérite est aussi présent là-dedans. Et donc, la question c'est, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que lorsqu'il y a un numerus clausus, on augmente la qualité des gens qui sont sélectionnés? Et puisque je vous ai promis que je parlerai de motivation, eh bien, la question que nous nous sommes posée avec Nicolas Sommet, c'est est-ce que le numerus clausus amène effectivement à davantage de motivation à apprendre, de désir à apprendre? Je vais utiliser une catégorie qu'on utilise beaucoup en psychologie sociale de l'éducation, qui est la catégorie des buts d'accomplissement, c'est-à-dire les buts que les apprenants se fixent pour leur accomplissement à l'école. Et notamment, on fait une distinction entre les buts de performance, c'est-à-dire les buts qui ont comme finalité de démontrer la compétence. Et puis les buts de maîtrise, qui sont des buts qui visent à augmenter les compétences, à acquérir des connaissances, hein. C'est un peu le désir d'apprendre. Donc, je vais voir si, on va voir aujourd'hui, maintenant, si le numerus clausus permet d'avoir des gens qui ont un désir d'apprendre plus important. Et puis, évidemment, s'ils apprennent davantage. Alors, nous avons fait une étude dans notre université, à l'Université de Lausanne. Alors, ça, c'est le graphique des résultats, mais je vais vous raconter la manip d'abord. Alors, nous avons utilisé les étudiants de l'Université de Lausanne dans une première étude parce que nous avions à l'époque deux facultés qui avaient des programmes en première année très très similaires, l'une avec numerus clausus et l'autre sans numerus clausus. Nous avions le programme de chimie et de sciences criminelles. Première année, c'est très très similaire, donc on a
des étudiantes et des étudiants qui ont un parcours, qui ont un programme très, très similaire. Et, euh, et nous avons demandé à ces étudiantes et ces étudiants de nous rapporter leur but d'accomplissement et en particulier leur but de maîtrise. Dans quelle mesure ils étaient motivés à acquérir de nouvelles connaissances, à augmenter leurs connaissances et ainsi de suite. Nous avons aussi mesuré leur auto-efficacité parce qu'elle est très importante dans la prédiction des buts de maîtrise. Eh bien, ce que nous observons dans ces résultats, c'est que le fait d'être dans un programme avec numerus clausus réduit, n'augmente pas, réduit le désir d'apprendre. Et la raison, c'est qu'il y a une réduction aussi de l'auto-efficacité. Alors, ça, c'est assez logique à comprendre. Si je suis dans un système de concours, de numerus clausus, eh bien, ma réussite ne dépend pas seulement de combien j'étudie, mais elle dépend aussi de combien étudient les autres. Et donc, mon auto-efficacité est réduite d'autant. Donc, nous avons un premier élément qui nous montre que, voilà, s'il y a un numerus clausus, eh bien, nous trouvons une réduction du désir d'apprendre, ce qui est un peu paradoxal. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce pas les mêmes étudiants et étudiantes. C'est vrai, ils sont dans des facultés différentes. Donc, nous avons fait une deuxième étude avec des étudiants en médecine. Alors, la situation, pourquoi les étudiants en médecine? Parce que chez nous, à l'époque, euh, nous avions une situation un peu ambiguë. Il y avait un numerus clausus, mais il n'était pas officiel. Et donc, voilà, ça se faisait, mais ça ne se disait pas. C'était pas dans la loi de l'université. Enfin, c'était très compliqué. Et donc, très ambigu. Et donc, ce qui se passait, c'était qu'il y avait des étudiants en médecine qui pensaient qu'il y avait un numerus clausus et des étudiants en médecine qui pensaient qu'il n'y avait pas de numerus clausus. C'est parfait, ils étaient assez bien distribués. Donc, nous avons fait passer un questionnaire, nous leur avons demandé, mais à votre avis, dans vos études, il y a un numerus clausus ou pas? Et donc, nous avons séparé celles et ceux qui pensaient qu'il y avait un numerus clausus et celles et ceux qui pensaient qu'il y avait un numerus clausus. Et dans ce cas-là, nous avons exactement les mêmes étudiantes et étudiants. C'est le corps estudiantin de la faculté de médecine. Bien. Même design, nous leur demandons quels sont leurs buts de maîtrise, leur désir d'apprendre et leur sentiment d'auto-efficacité. Et ce qu'on trouve, c'est exactement la même chose qu'on a trouvé avant. Les étudiantes et les étudiants qui pensent qu'il y a un numerus clausus ont un moindre désir d'apprendre parce que elles ont aussi une moindre auto-efficacité. Bien, et puis finalement, nous avons fait une étude expérimentale en laboratoire dans laquelle nous avons manipulé le numerus clausus. Donc ça, c'était des étudiants de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Nous les faisions venir au labo, nous leur disions, voilà, vous allez faire un test de raisonnement, il faut apprendre des choses. Et puis, ce test de raisonnement, il est diagnostic des capacités de raisonnement, c'est très important. Voilà. Puis, il y aura une deuxième partie à laquelle vous pouvez ou pas participer en fonction de vos résultats. Et alors, qu'est-ce qu'on leur disait? On leur disait, voilà, vous devez être dans les 15% les meilleurs pour être sélectionné, c'est panneau à droite, hein. On va voir quelle est votre note, hein. Et voilà, si vous êtes dans les 15%, ben, vous serez sélectionné.
Et puis, dans l'autre condition, la condition contrôle, on utilisait plutôt une évaluation avec un critère. Si vous avez 85% de points, eh bien, c'est suffisant, vous êtes dedans. Hein. Donc, la condition qui correspond au numerus clausus, c'est la première. Hein, c'est la condition d'évaluation euh, euh, à travers une sélection par pourcentage. Si vous êtes dans les 15%, vous serez dedans. Bien. Ce qu'on trouve, c'est exactement les mêmes résultats qu'auparavant. Euh, mais là, je vous montre aussi les résultats sur l'apprentissage effectif, pas seulement sur le désir d'apprendre. Là, on avait une tâche d'apprentissage. Et ce qu'on obtient, c'est que la condition avec numerus clausus expérimental amène à moins d'apprentissage. Et de nouveau, à travers un moindre sentiment d'auto-efficacité. Voilà. Donc là, nous voyons que une situation dans laquelle l'évaluation à laquelle sont soumis les étudiants amène à une forte compétition, amène à une motivation à apprendre, qui devrait être la motivation clé, hein, euh, des étudiantes et des étudiants, surtout si après ils vont être nos médecins, et, eh bien réduit cette motivation. Le numerus clausus réduit cette motivation à apprendre et réduit aussi l'apprentissage effectif. Bien, maintenant, j'aimerais, donc là, on parlait des structures compétitives qu'il y a dans les systèmes euh, éducatifs, mais il y a de la compétition qui peut être amenée par les enseignantes et les enseignants, par nous, dans nos classes. Et donc, nous avons étudié avec ma collègue Annalisa Soncini, et d'autres collègues, nous sommes beaucoup intéressés à le climat d'erreur qu'il y a dans la classe. Alors pourquoi l'erreur? Parce que l'erreur est nous sommes peut-être toutes et tous d'accord que l'erreur est la base de l'apprentissage, est la base de la création de la connaissance. On se trompe, on refait, on reçoit un feedback et on se remet au travail et puis petit à petit on s'améliore et on apprend des nouvelles choses. Bien. Euh, Ça c'est la théorie. Après, en classe, bien l'erreur est aussi une question d'évaluation. Hein. Souvent, les évaluations se basent sur le nombre d'erreurs. Hein. Vous faites une dictée, hein, à l'école, vous faites des dictées, on fait une dictée, et puis voilà, on compte les erreurs, et puis le nombre d'erreurs a un impact sur la note qu'on reçoit. Et bien entendu, les enseignantes et les enseignants peuvent créer un climat d'erreur qui est plus ou moins positif par des stratégies qui parfois sont inconscientes. Par exemple, on pose une question à quelqu'un, l'élève hésite, et puis on pose tout de suite la question à un autre élève, sans attendre que le premier élève mette en place ses pensées. Voilà, là on crée un climat négatif d'erreur, hein, où l'élève donne la réponse, c'est une erreur, c'est une réponse erronée, et puis on dit mais non, je vous l'ai dit une fois. Et puis on pose la question à quelqu'un d'autre, hein, à place de dire, d'accord, je vois pourquoi tu donnes cette réponse, mais c'est pas tout à fait ça, on va revenir sur le... Donc, on voit que le climat qu'on crée en classe peut être plus ou moins favorable à l'erreur. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que, et c'est une étude donc que nous avons menée euh, en Italie avec toute une série de collègues,
parce que le climat d'erreur positif qu'on crée en classe a un impact positif sur les réactions motivationnelles envers les erreurs, et c'est des réactions qui sont adaptatives. C'est-à-dire que s'il y a un climat positif, si je sais que mon enseignante ou mon enseignant va être tolérant avec les erreurs, parce que c'est une façon d'apprendre, eh bien, je vais me focaliser sur mes erreurs pour essayer de tirer parti de ces erreurs, me souvenir que non, voilà, je me suis trompé parce que l'accord du participe, ça se fait différemment. Et donc, mon erreur, me focaliser sur mon erreur va me permettre d'apprendre. Donc, il y aura des rétroactions qui vont se faire sur ces erreurs, qui vont ensuite m'apprendre un certain nombre de choses et vont m'amener à un apprentissage effectif plus important. Et effectivement, c'est ce qu'on trouve dans cette étude, hein. Vous avez ce chemin que nous avons pu mettre en évidence. S'il y a un climat positif de l'erreur, il y a des réactions motivationnelles, affectives envers l'erreur qui sont adaptatives, ce qui amène à prendre des décisions adaptatives, et ceci se solde avec un meilleur apprentissage. Bien entendu, ce tableau, vous pouvez le lire aussi à l'inverse, c'est-à-dire que s'il y a une erreur, un climat d'erreur négatif, eh bien, il y a des effets négatifs sur la motivation et sur l'apprentissage. Donc, de nouveau, là, nous avons une situation dans laquelle, lorsque il y a un élément de l'évaluation qui se focalise sur la compétition, parce que faire des erreurs, on ne peut pas faire des erreurs, donne des avantages dans la comparaison sociale qu'on fait avec nos camarades, eh bien, tout ceci a un impact sur la motivation à apprendre, à tirer parti de nos erreurs et, in fine, sur l'apprentissage lui-même. Bien. Maintenant, si on passe au niveau des élèves, eh bien, là aussi, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont... alors, vous vous souvenez, hein, il y a tout un circuit de circulation de l'erreur qui amène le système éducatif à transmettre des valeurs, des buts, des comportements compétitifs avec des effets sur l'apprentissage, sur la performance, sur l'accomplissement, sur les relations sociales et sur la tricherie aussi. Et évidemment, je n'aurai pas le temps de passer tout ça en revue, donc de nouveau, je vais me focaliser sur deux éléments. Le premier, c'est la motivation intrinsèque. C'est des travaux que nous avons menés avec ma collègue Caroline Pulfray, avec Céline Darnon également, et que nous avons menés pour établir un lien entre l'utilisation des notes, donc de l'évaluation normative, de cette évaluation qui est normative, parce qu'elle met en comparaison les élèves entre eux. Et puis la motivation intrinsèque, parce que c'est la motivation que nous rêvons toujours de stimuler auprès de nos élèves, cette motivation qui consiste à avoir du plaisir à apprendre, à être intéressé à la matière qu'on est en train d'étudier, à tel point que nous n'avons même plus besoin qu'on nous dise d'étudier, parce que nous le faisons automatiquement par plaisir et par intérêt. Donc c'est ça qu'on veut avoir comme impact auprès de nos élèves. Et nous avons fait beaucoup, beaucoup d'études là-dessus. Et je vous fais juste le résumé un peu brutal.
de toutes ces études, c'est que les notes réduisent le sentiment d'autonomie. Bien entendu, une note est une récompense externe. Et donc, elles réduisent aussi la motivation intrinsèque. Si on prend cette étude que nous avions faite donc avec Caroline Pulfray, c'était une étude faite au collège et donc nous avions des gamins qui faisaient une leçon de français et puis ils avaient tout un ensemble de, d'anagrammes à faire et donc c'était des anagrammes pédagogiques, on leur disait, voilà, ça permet d'apprendre des choses sur le français. Et puis, c'était très low-tech, hein. Les anagrammes étaient des petits bouts de papier dans des enveloppes. Et une fois que la tâche était terminée, on leur disait, on leur demandait dans quelle mesure ils avaient trouvé de l'intérêt, ils avaient aimé cette tâche, bien sûr, mais on leur demandait aussi s'ils voulaient ramener à la maison des anagrammes pour continuer à travailler ça à la maison. Et dans les études sur la motivation intrinsèque, ça c'est une mesure très importante parce que c'est ce qu'on appelle la persistance dans la tâche. C'est-à-dire une fois que la tâche est terminée, est-ce qu'on a tellement aimé qu'on continue à le faire, même si la maîtresse, le maître ou l'expérimentateur a dit, voilà, c'est terminé. Voilà, on mesurait ça et puis à la moitié des élèves, on disait qu'il y avait une note, à l'autre moitié, on disait qu'il n'y avait pas de note. Et donc, si vous regardez ce graphique dans lequel on a mesuré la motivation intrinsèque par des questionnaires, mais aussi par le nombre d'anagrammes papier ramenés à la maison, le résultat montre que dans la condition avec des notes, eh bien, cette motivation intrinsèque est moindre comparativement à la condition sans note. Bien, lorsque l'on travaille avec des enseignantes et des enseignants dans les écoles, on nous dit, bien, oui, bien sûr, ok, vous êtes gentil, cette histoire de motivation intrinsèque est importante, mais sans note, mes élèves ne seraient pas motivés, n'étudieraient pas, ne travailleraient pas, ne feraient pas les devoirs, etc. Et donc, dans une autre série d'études, toujours avec Caroline Pulfray et Céline Buch, nous avons testé cette idée et nous avons testé cette idée euh, en étudiant les buts d'accomplissement, comme je le disais tout à l'heure. Les buts d'accomplissement permettent de se poser la question, on est motivé à faire quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire à l'école? Pourquoi on vient à l'école? On veut accomplir quoi? Et dans les buts de performance, dans la littérature, il y a une distinction entre les buts de performance approche, hein, je veux être bon, je veux être meilleur que les autres, je veux avoir des bonnes notes, mais il y a aussi des buts de performance évitement, qui sont des buts qui sont liés à la crainte de l'échec, hein. Je veux éviter d'être en échec, je veux juste passer, je ne veux pas être plus mauvais que les autres. Et cette distinction est importante parce que les buts de performance évitement sont des buts qui, dans la littérature, apparaissent comme des buts extrêmement néfastes pour l'apprentissage et pour la performance aussi. Donc, c'est vraiment les buts qu'on ne veut pas induire chez nos élèves. Et alors, avec Caroline Pulfray, on était dans une école professionnelle à Lausanne, enfin dans la région lausannoise, et elle faisait un cours d'anglais langue étrangère et elle disait qu'il allait y avoir une note ou pas. Et, et on mesurait les buts de performance approche et puis les buts de performance évitement. Et alors, si vous regardez dans ce graphique, la condition avec note, c'est la condition en noir, la condition sans note, c'est
ce graphique blanc. Et si vous regardez les résultats pour la performance évitement, pour performance approche, il n'y a pas de différence, mais pour performance évitement, ce qu'on voit apparaître, c'est que dans la condition avec note, on augmente les buts de performance évitement des élèves. Donc c'est exactement les buts qu'on ne veut pas augmenter, parce que c'est des buts qui sont liés à la crainte de l'échec et puis à toute une série de stratégies non adaptatives, comme faire de l'étude de surface, comme tricher, qui amènent à ne pas apprendre. Bien, donc de nouveau, lien entre un système d'évaluation compétitif et une motivation, ici un but en particulier. Voilà, donc nous avons vu au niveau sociétal, au niveau des structures éducatives, au niveau des élèves, qu'il y a des liens forts entre la compétition, en particulier l'évaluation qui crée une compétition, et puis quelque chose de très sensible, c'est la motivation. C'est quelque chose qu'on ressent. Et nous avons vu que ce lien est plutôt négatif. Et donc, ce que j'aimerais dire maintenant en conclusion, c'est quelque chose que nous pouvons garder en tête pour notre formation en tant qu'enseignante et enseignant. Je vous montre ce dessin, cette figure qui vient d'un papier que nous avons écrit il y a quelques années pour essayer de rappeler que dans notre travail d'enseignante et d'enseignant, nous sommes insérés dans un système éducatif qui est inséré dans une société et que finalement, nous sommes les agents de ce système et que notre comportement dépend du système dans lequel nous sommes insérés. Et dans ce graphique, je représente plusieurs choses. D'abord, les fonctions de l'école. Eh bien, nous savons très bien que à l'école, il y a une fonction de formation, bien sûr. On va à l'école pour apprendre. Ça paraît presque banal, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une fonction de sélection. Une fonction qui consiste à évaluer les élèves pour ensuite opérer une sélection qui a un impact sur leur progression à travers le système éducatif et leur destination à l'intérieur du système éducatif. Eh bien, ces deux fonctions existent les deux dans tous les systèmes éducatifs qui existent, mais elles peuvent être saillantes à des proportions différentes. C'est pour ça que j'ai représenté ça comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un système dans lequel il y a une fonction de sélection qui est très très saillante, par exemple un système dans lequel il y a un numerus clausus. Il paraît évident que c'est un système dont la fonction principale est de sélectionner. Et puis, il peut y avoir des systèmes dans lesquels la fonction de sélection est moins importante. Par exemple, des systèmes dans lesquels l'évaluation se fait principalement de façon formative. Hein. Même chose pour la fonction de formation. Hein, bien, il y a des systèmes dans lesquels cette fonction elle est très, très saillante et d'autres dans lesquels elle est moins saillante. Eh bien, les enseignantes et les enseignants travaillent dans ces systèmes. Et selon où ils et elles se trouvent, eh bien, ils et elles vont adopter des postures différentes. Ils vont avoir un rôle qui est différent.
Pour catégoriser, évidemment, tout ça est paramétrique, hein, il y a des degrés. Mais si on veut catégoriser, eh bien, si on est dans un système dans lequel la fonction de formation est très importante et la fonction de sélection moins importante, les enseignantes et les enseignants auront un rôle de mentor, un rôle qui consiste à accompagner les élèves dans leurs apprentissages, qui consiste à stimuler leur curiosité, leur intérêt, dans lequel l'erreur est un instrument pour s'améliorer. Euh, et puis, c'est un système, et puis les recherches le montrent, dans lequel les élèves étudient de façon profonde. L'apprentissage se fait à long terme, et puis dans lequel il y a aussi une égalité de traitement, parce que on n'a pas besoin d'appliquer le principe méritocratique qui consiste à récompenser davantage les élèves méritants. Hein, finalement, le mérite, c'est ça. La récompense va à celles et ceux qui ont des meilleures capacités et un plus grand investissement. Euh, mais si on se trouve en revanche dans un système où c'est la fonction de sélection qui est très saillante et la fonction de formation qui est moins saillante, eh bien on aura plutôt un rôle de filtre, hein, un rôle de filtre qui consiste à sélectionner ces élèves, à envoyer ces élèves à des places qui sont relatives à leurs résultats, à leur performance. La question de l'apprentissage est moins importante, la question de la performance est plus importante. Hein, donc, si on a des bonnes notes, on passe et on mérite de rentrer dans des filières exigeantes qui ensuite vont nous amener à faire des études longues et à obtenir des emplois très rémunérateurs. Hein, on va un peu la fonction de, de, euh, de la production de l'école. Alors ça marche bien parce que dans les systèmes à forte sélection, l'origine sociale est très importante pour réussir à l'école. Donc finalement, on ne voit pas que lorsque les enseignantes et les enseignants ont ce rôle de filtre, eh bien, il y a une étude de surface qui se fait, on le voit quand on fait des études euh, un peu sensibles, hein, un peu fines. L'apprentissage se fait à court terme, mais finalement, on reproduit des inégalités sociales qui sont préexistantes. Voilà, donc tout ça pour dire que une évaluation qui maintient un système compétitif à l'intérieur du système éducatif a un impact sur notre rôle en tant qu'enseignante et enseignant, et bien entendu un impact sur la motivation des élèves et, in fine, sur la façon dont elles étudient et apprennent. Voilà, je vous remercie de votre attention et je me réjouis de la discussion. Merci beaucoup, Fabrizio. Ici, ça applaudit. Donc, vu que le micro était coupé, tu n'as pas entendu. Merci beaucoup pour ta présentation. Merci pour le tempo. C'est parfait. Ce que je vous propose, c'est que des collègues à distance comme en présence, vous avez plusieurs possibilités d'expression. Vous pouvez déposer dans le chat pour les personnes à distance. Et Fabrizio, étant donné qu'il est connecté, il pourra les voir, les lire et donc les traiter comme elles viennent. Vous pouvez aussi tout à fait proposer prendre la parole. N'hésitez pas à ouvrir votre caméra si tel est le cas, comme ça nous pourrons vous voir. Et puis ici, en présentiel, n'hésitez pas aussi, faites signe. Et puis je vous emmènerai le micro très volontiers pour échanger, poser des questions à partir de ce que nous avons entendu et vu.
Bah, je vais commencer, comme ça moi j'ouvre le bal. Bah, déjà, encore une fois, merci beaucoup Fabrizio. Moi, ce que j'ai trouvé assez fascinant et ce que je trouve toujours fascinant quand je t'écoute et je te lis, c'est que je vois aussi toute la porosité qu'il y a entre les environnements de l'éducation, tels que vous les avez abordés, et puis les autres environnements, c'est-à-dire que l'école est fortement ancrée donc, dans la société. Et donc, ce que tu as évoqué aujourd'hui encore, moi, me fait penser à d'autres univers où il peut y avoir ces phénomènes-là qui peuvent se retrouver, ces comparaisons interprofessionnelles dans des professions qui mettent peut-être beaucoup les individus, les agents en compétition les unes les uns les autres, comme par exemple l'université et les enseignantes et les enseignants-chercheurs. Et donc, en t'écoutant et te voyant aujourd'hui encore, je me suis dit, purée, ça me parle beaucoup aussi sur ce qu'on peut peut-être vivre dans certains environnements. Alors, pas au GEVAP, évidemment, mais ailleurs, peut-être plus. Et voilà, une des questions qui me venait comme ça, c'est est-ce qu'il y a des environnements, comment, ou peut-être des typologies de disciplines, tu nous as montré des exemples en médecine notamment, etc., qui sont peut-être encore plus là-dedans, qui participent encore plus à ces éléments-ci, par exemple, ou est-ce que ça ne jouerait pas forcément, d'une part, et d'autre part, une deuxième question, et après je vois en plus que ça dépose sur le chat, donc c'est super, pendant ce temps-là, c'est parfait, continuez à vous exprimer. Et la deuxième question, c'est finalement, pour reprendre un peu le versant projectif ou prospectif de, de vos travaux, à toi et l'équipe, c'est est-ce qu'il y aurait des idées, des préconisations, des recommandations, des éléments optimisant, c'est-à-dire, et donc fort de cela, est-ce qu'on peut tirer quelques leçons? Alors évidemment, celle que je rends en creux, c'est l'abandon des notes. Est-ce qu'abandonner les notes et ce qui s'assimile à de la note dans d'autres univers servirait à quelque chose? Est-ce que ce serait suffisant, insuffisant? Bon, la question est triviale, mais elle amènerait, je pense, voilà, des développements que tu arriveras sûrement à bien faire. Voilà, encore merci. Merci, merci beaucoup de cette question. Alors, ce qui est de la première question, euh, ce qui est donc dans notre vie d'enseignant-chercheur, nous sommes soumis à la compétition et ce qui est important, c'est comment elle se manifeste. Comment elle se manifeste dans le système. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des disciplines universitaires dans lesquelles il y a de façon intrinsèque plus de compétition parce qu'il y a des enjeux, par exemple, économiques plus importants. Si on est chercheur ou chercheuse en pharmacologie et qu'on travaille avec les big pharma, eh bien, les enjeux de la recherche et puis de la position qu'on a à l'intérieur de l'université voilà, ont des retombées plus compétitives que si on est, par exemple, en sciences humaines et sociales. Mais ça, c'est vraiment un principe, parce que après, ce qui est important, c'est la structure de l'employeur. Si je suis dans une université où j'ai un poste à vie, eh bien, mon ressenti hein, de compétition sera moins grand que dans une université où j'ai une évaluation tous les 6 ans et où je peux être viré tous les 6 ans. Si je suis voilà, senior, eh bien, je serai moins soumis à la compétition que si je suis junior. Donc, il y a des facteurs structurels qui créent cette compétition et qui peuvent ensuite amener à des comportements qui peuvent être extrêmement, extrêmement nuisibles, par exemple au niveau de la recherche. Alors, de temps en temps, on entend des affaires de tricherie, de fabrication de données, de fraude scientifique. Eh bien, on entend beaucoup dans les systèmes qui sont très compétitifs. Toujours avec Caroline Pulfrey, nous avons fait des études qui montrent que lorsque, lorsque l'on adhère à des valeurs compétitives liées à l'accomplissement, à la richesse, au pouvoir,
à la comparaison avec les autres, eh bien, on augmente la probabilité de tricher. Donc, c'est quelque chose qui existe. Alors, pour venir à la deuxième question, qui est plus, enfin, qui laisse entrevoir davantage de- d'optimisme, eh bien, oui, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut diminuer les notes, on peut travailler de façon plus coopérative, de façon plus collective. On peut réduire le nombre de couperets qu'il y a dans le système. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut le faire à tous les niveaux du système. C'est-à-dire que si un enseignant ou une enseignante éclairée décide de le faire dans sa classe, bien sûr, il ou elle créera un bon climat dans sa classe, mais les élèves, ils sont pas bêtes, hein, ils savent qu'autour d'eux et d'elle, il y a une école ou un système scolaire ou un système de formation qui est tout aussi compétitif que ce qui se passe dans les autres classes. Donc, et la même chose pour revenir à la question de la formation des enseignantes et des enseignants, on peut former les enseignantes et les enseignants, par exemple, à l'apprentissage coopératif, qui est quelque chose qui réduit ces climats compétitifs, mais il faut le faire pour tout le corps enseignant d'une école. Parce que si on est le seul qui a pris la formation, on arrive et puis on le fait dans sa classe, eh bien, peut-être les élèves sont contents, mais tout de suite, il y a les parents qui protestent, les collègues qui se moquent, la hiérarchie qui me convoque, et puis voilà, on arrête. Hein, donc, l'intérêt de ce modèle que j'ai présenté, c'est de bien toujours avoir à l'esprit que si on introduit des changements, il faut les introduire de façon systémique. Voilà. Alors, Merci beaucoup. j'ai une question. Alors, j'ai une main et une question. Je ne sais pas qui est arrivé le premier. Je lis la question. Ok. Les résultats motivationnels se font à partir d'une note construite dans des modalités certificatives classiques. Mais y a-t-il des études montrant d'autres effets à partir de notes construites autrement, par exemple avec des modalités de construction à long terme, directement liées au progrès dans les apprentissages, comme accompagnant et traduisant les apprentissages en construction? Excellente question. Je vous remercie énormément parce que c'est quelque chose sur laquelle nous avons beaucoup réfléchi. Euh, alors là, vous touchez à la différence entre la note normative, soit une note, et puis voilà, les élèves se comparent immédiatement parce qu'ils regardent leurs notes, ils regardent celles des élèves, ils rentrent à la maison, j'ai eu 6 si on est dans le système suisse, j'ai eu 18 si on est dans le système français, ou j'ai eu moi, et puis tout de suite les parents demandent, et puis Josette, elle a eu combien, Gustave, il a eu combien. Donc, avec la note, on est tout de suite dans un système comparatif. Mais vous posez la question, qu'est-ce qui se passe dans les systèmes où il y a une évaluation formative qui est donnée dans un système de feedback récurrent? Euh, je donnerai une réponse similaire à celle que j'ai donnée tout à l'heure. C'est-à-dire que sur le papier, c'est la meilleure façon de produire de la motivation intrinsèque, un climat de l'erreur positif, parce que non seulement on peut se tromper, il ne se passe rien, mais en plus on peut utiliser l'erreur pour apprendre. Hein. Et ce qu'on fait, c'est une comparaison intra-individuelle, c'est-à-dire qu'avec un système d'évaluation formative, nous savons que nous avons fait mieux que hier et que probablement demain, on va faire mieux qu'aujourd'hui. Donc, c'est aussi un bénéfice du point de vue de l'auto-efficacité. Mais ceci est possible s'il n'y a pas de notes. Parce que s'il y a des notes, finalement, les élèves, ils regardent ça. Hein. Combien de fois, alors,
Ça, c'est tout à fait. Je m'appelle à votre ressenti en tant qu'enseignante, enseignant, formatrice, formateur. Combien de fois vous avez passé des heures, des heures, des heures, des heures à écrire des feedbacks formatifs sur la copie de vos élèves, de vos des personnes que vous formiez, mais il y avait aussi une note. Et puis les élèves, ils ont regardé 30 secondes, et puis ce qui les intéressait, c'était la note qu'avaient eue les autres, hein. Et ça arrive. Dès qu'il y a une note, c'est ça qui attire toute l'attention. C'est pas l'évaluation formelle. Parce que l'apprentissage, c'est bien, mais notre survie, c'est mieux. Et c'est la note certificative, hein, comme vous le disiez si bien dans votre question, c'est la note qui décide si on est promu, recalé, si on va dans une filière plutôt que dans une autre. Si on est, si on a une bonne réputation, une mauvaise réputation, si nos parents nous cassent les pieds ou pas à la maison, c'est ça qui est important. Donc, pour résumer, oui, sur papier, ce qu'il y a de vraiment constructif, c'est d'utiliser un système d'évaluation formative à condition de ne pas avoir en parallèle une évaluation normative. Et nous avons fait des études avec Caroline Pulfray qui montrent que, par exemple, sur le but de performance évitement, donc cette crainte de l'échec, si on fait une évaluation formative et une évaluation normative en même temps, donc on fait des commentaires, mais on met quand même une note, eh bien c'est la note qui l'emporte. C'est ça, et donc les élèves, ils ont quand même cette crainte de l'échec qui est très élevée. Voilà, il y avait Nadine qui avait levé la main. Mais Nadine, je ne vous entends pas. Désolée, des Maintenant, je problèmes, vous petits entends. problèmes de micro. Alors, je dirais, je commencerai par un remercier pour la présentation fort intéressante qui rejoint beaucoup certains intérêts que j'ai, d'ailleurs. Et moi, j'ai peut-être une question, réflexion, j'ai comme deux volets là-dedans. C'est qu'on parle de la note, tu sais, qui est le côté, je dirais, notation, entre guillemets, normative. Mais si on y va avec quand on est dans des programmes pour développer des compétences, tu sais que la finalité, c'est le développement de compétences. Quand on sait qu'une compétence n'est jamais développée à 100%, la note ne veut tout simplement rien dire. Donc, quand on travaille à ce moment-là, ce qui est nécessaire, c'est de travailler, c'est de faire une appréciation à partir d'une grille d'appréciation descriptive. Est-ce qu'il y a des études qui, je dirais, et là arrivent mes deux questions. Est-ce qu'il y a des études qui démontrent que les élèves sont plus motivés quand on travaille avec, qu'on fait une appréciation avec une grille? Une vraie grille, là, pas des grilles que je vois un petit peu bizarres des fois, là, une vraie grille d'appréciation descriptive. Puis dans un deuxième temps, votre posture à vous là-dedans, c'est quoi? Oui, merci beaucoup. Vous avez parfaitement raison. Le développement des compétences se fait grâce à un feedback spécifique. Donc, on peut utiliser une grille, on peut utiliser un feedback oral, on peut utiliser aussi le feedback de la tâche, hein. Si on apprend à aller en vélo, ben, on voit si on a acquis les compétences ou pas, ou si on utilise, si on est en train d'apprendre à utiliser une machine, eh bien, on sait si on est encore en train d'enlever les mains quand on perd le contrôle ou pas. Donc, euh, ce qui, euh, ce qui est important dans ce que vous mentionnez, c'est que l'efficacité de l'évaluation peut être considérée seulement à partir du moment où c'est une évaluation qui porte sur l'acquisition soit de connaissances, soit de compétences, de savoir-faire. Ça peut être des compétences sociales aussi.
Mhm. qui sont très importantes d'ailleurs, et qui peuvent s'apprendre, hein, c'est des compétences, elles peuvent s'apprendre. Et, et pour ça, il faut euh, un évaluateur, une évaluatrice qui soit dans la posture que j'appelais tout à l'heure de mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour accompagner les apprentissages. La Mhm. grille, par exemple, c'est typiquement une posture de mentor parce qu'on devient extrêmement spécifique dans le feedback qu'on donne. Et donc, votre question, c'est est-ce que c'est motivant? C'est motivant si le but de l'enseignement, c'est d'apprendre à faire des choses. Si le but de l'enseignement, c'est de passer l'année, ou c'est d'avoir un certain statut dans une classe, parce que c'est des valeurs qu'on peut véhiculer auprès de nos élèves, eh bien, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon un conflit de valeurs. On Mhm. on a des valeurs de développement de soi, d'apprentissage. Parce que l'apprentissage, c'est pas seulement apprendre des nouvelles choses, c'est aussi une valeur, c'est quelque chose qu'on peut avoir comme objectif euh, transversal, hein. Je peux être intéressé par apprendre des nouvelles choses. Mais ces valeurs, elles peuvent rentrer en conflit avec d'autres valeurs. Parce que je peux très bien donner une grille très très détaillée à mon élève et en même temps lui dire, ouais, mais tu vois, là dans ma grille, il y a 14 cases, tu en as rempli que 8 et puis Josette, elle a tout qui est bon, et toi pas. Et c'est quelque chose que, en tant qu'enseignant, on peut parfois transmettre de façon implicite. Réciproquement, à force d'être dans un système où ce qui est important, c'est la quantification de l'accomplissement, la quantification du résultat, on peut avoir des absurdités comme le fait qu'on utilise un système très sophistiqué de feedback formatif. Ok. On met beaucoup euh, de- de feedback. Et puis les élèves vont les compter pour essayer de transférer. S'il y a beaucoup de remarques, ben, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à changer, donc c'est pas très bon, hein. Donc elles se refont un score, donc une note, à partir de feedback formatif. Donc c'est pour ça que je dis, c'est super d'utiliser un feedback très très pointu, mais il faut se poser la question de quelles sont les normes et les valeurs de l'environnement dans lequel on opère. Ouais, mais si vous permettez, tu sais, il Vous y a n'avez beaucoup. pas l'air convaincu. Non, vraiment pas, parce que ici au Québec, quand on travaille avec des grilles d'appréciation descriptive, euh, la rétroaction qui est donnée à partir de ces grilles-là n'est pas dans un esprit formatif, mais bel et bien dans un esprit d'évaluation au service d'apprentissage et pour l'apprentissage. Puis dans un deuxième temps, pour amener l'élève à développer sa compétence, parce qu'on appuie beaucoup, beaucoup, on cogne beaucoup sur ce clou-là, autrement dit, parce qu'une compétence pour nous ne s'acquiert pas et ne s'apprend pas, elle se développe. Donc, si on amène l'élève dans la posture, tu développes ta compétence, voici ton niveau de développement et voici comment tu peux atteindre le niveau supérieur. Donc là, je ne suis plus dans du formatif, je suis en soutien à l'apprentissage pour l'amener plus loin. Et normalement, cette posture-là, elle est censée devenir développer ce qu'on appelle l'autorégulation. Alors, Et puis à ce moment-là, il n'y a aucun chiffre là-dedans, il n'y a aucun calcul, là.
on travaille avec du ABCD. Donc, euh, puis ils font pas de calcul. Moi, je l'utilise dans mes cours, là, puis il n'y a aucun calcul qui est fait, là. Alors, je pense qu'on dit la même chose. Dans ce que vous décrivez, euh, le but, c'est l'apprentissage et ou le développement et ou l'acquisition de compétences. Donc, c'est ça le but. Nous faisons la différence entre deux grandes catégories de motivation qui sont apprendre et réussir. Et, Mhm. et vous voyez tout de suite la différence. Dans apprendre, si on l'utilise comme grande catégorie, sans rentrer dans les spécifications de ce qu'on Mhm. apprend, comment on l'apprend, avec quelle motivation, avec quelle stratégie cognitive, etc. Mais si le but est apprendre, l'élève ou l'apprenant, c'est que il ou elle est dans une démarche de comparaison intra-individuelle, qui est exactement ce que vous avez décrit. C'est-à-dire qu'il y a une attention au développement. Et, et là, le problème de la comparaison avec les autres ne se pose pas. Donc, toutes les démarches qui produisent une comparaison intra-individuelle et qui posent aussi, qui permettent l'essor de la métacognition qui aide à l'autorégulation, sont des démarches qui ont comme valeur principale l'apprentissage. La Mhm. réussite, c'est autre chose. La réussite est toujours comparative. On réussit quand on réussit mieux que quelqu'un d'autre. Mhm. Donc, est-ce que on peut dire que quand on y va avec des chiffres, on est dans la valeur de réussite, puis quand on est dans le développement, quand on parle de compétences, on se met dans la valeur d'apprentissage. Est-ce qu'on peut résumer comme ça? Alors, dans la vie de tous les jours, c'est exactement ce qui se passe. Les chiffres, la note en elle-même, elle n'aurait pas besoin d'être normative. On peut l'utiliser pour faire de l'évaluation critériée, on peut l'utiliser pour indiquer combien d'étapes manquent avant d'arriver à une maîtrise suffisante d'un outil. Hein, on peut l'utiliser de plein de façons Mhm. différentes. C'est juste que la prédominance des notes utilisées comme instrument de sélection est telle que voilà, les élèves baignent dans ça dès leur plus jeune âge, même avant qu'ils aient des notes à proprement parler. Et voilà, après, c'est des habitudes qui sont difficiles à- à éliminer. Mhm. Bien d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Ah, Nadine, ah. toujours présente. Christophe a une question et vu qu'il est dans la salle, eh bien, je vais lui donner le micro et l'inviter à venir par ici. Oui, merci Fabrizio pour ta conférence. J'avais envie de revenir sur le dernier schéma que tu as proposé. Et puis en fait, en t'écoutant dans la conclusion avec ce dernier schéma, j'avais en tête l'expérience qui est sortie dans la presse il y a quelque temps à propos de la formation des médecins sur Fribourg. Je pense que tu l'as entendu avec un système de formation avec numerus clausus, mais sans notes. Et les étudiants qui finissent actuellement la formation sont classés comme étant les meilleurs étudiants en médecine de Suisse. Alors, face à cette mise en concurrence des effets néfastes ou des menaces que représentent sélection et notes, je voulais avoir ta lecture de cette situation, si tu as déjà eu le temps d'y réfléchir. Oui, alors c'est une question très épineuse. Euh, Parce que il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est lorsqu'il y a un numerus clausus d'entrée, euh, il y a on opère une sélection. Donc, ceux qui passent, c'est des personnes qui ont été fortement motivées
à rentrer dans la compétition. Et maintenant, la question qui se pose tout de suite après, c'est combien va durer cette posture? On pourrait se dire, ben voilà, une fois que je suis dedans, c'est bon. Ce qui était difficile, c'était l'examen de barrage. Et ensuite, je peux me poser tranquillement. Il y a un échantillon d'étudiants petits, donc j'ai un enseignement personnalisé. Je peux faire attention à ce que je dois apprendre et pas à la compétition avec les autres. Ou alors, autre possibilité, euh, eh bien, l'engagement dans la compétition a été tel que c'est quelque chose qui va avoir des séquelles pendant des années. Et quand on dit, voilà, il y a un système qui a produit des professionnels qui sont excellents, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est une boutade, mais après, je te dirai pourquoi je pense à ça. C'est un article d'il y a quelques années du recteur de Harvard qui disait, nous avons les meilleurs étudiants du monde. Mais nous avons les meilleurs étudiants du monde parce que nous les rendons meilleurs ou parce que nous sélectionnons celles et ceux qui sont déjà meilleurs à la base. Et donc, le problème avec le numerus clausus est toujours celui-là. Si on fait une mesure de performance après, qu'est-ce qu'on est en train de mesurer? La performance du système éducatif à travers lequel ils sont passés, ou la performance du milieu socio-économique duquel les élèves, les étudiants viennent, qui les a amenés à avoir suffisamment de compétences, de motivation, de temps à dédier aux études pour passer la sélection. Je n'ai pas de réponse, mais c'est les considérations qui me viennent à l'esprit par rapport à ce problème. Merci beaucoup, Fabrizio, pour ta réponse. Je crois que je vais redonner la parole à Alban, à moins qu'il y ait encore des questions en ligne, je ne crois pas. Alors, il y a une question. Alors, je ne sais pas si c'est une question. Ah oui, non. Alors, en répondant à Nadine, j'ai répondu. Ah non. Non, 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 pardon. C'est la même question d'avant. Oui, la personne est satisfaite de la réponse. Merci beaucoup, Fabrizio. Je vérifie en salle que je ne frustre personne. Parce que nous, le soleil est arrivé là et ça nous réchauffe. On pourrait pas croire, mais si, on a chaud à Lille. Bon, ici, ça a l'air d'être OK. Est-ce qu'à distance, une personne souhaite prendre la parole, poser une question, revenir sur quelque chose? N'hésitez pas. Je me vérifie une dernière fois. Eh bien, écoutez, c'est super. Merci beaucoup, Fabrizio. Ah, Et voilà. alors, la question de fond ne serait-elle pas celle du sens même de l'évaluation dans une société dominée par la logique de compétition? Dans ce contexte, le débat autour de la note ne risque-t-il pas de masquer un biais fondamental, celui où le moyen ou l'un des moyens, la note, en vient à occulter la finalité première de l'évaluation, à savoir le soutien à l'apprentissage? Ce déplacement de sens transforme l'évaluation en outil de classement, de sélection, voire d'exclusion, plutôt un levier au service du développement des compétences, de la réflexivité et de la réussite éducative. Mais ce glissement est-il intentionnel ou s'est-il opéré de manière insidieuse à travers des habitudes et des systèmes que l'on ne questionne plus? C'est précisément ce type de tension entre les fonctions déclarées et les usages réels de l'évaluation qui devrait interpeller les chercheurs en mesure et évaluation. Merci beaucoup pour votre belle réflexion. Eh bien, je ne pourrais être plus d'accord que ça. Je suis totalement d'accord avec cette analyse. C'est
c'est un conflit entre fonctions. Et alors, je ne sais pas du point de vue historique quand il s'est opéré, peut-être avec la massification de l'école, mais peut-être pas. Je ne suis pas historien donc, de l'éducation, donc je ne peux pas répondre à cette question. Mais je suis vraiment tout à fait d'accord avec la question de fond et surtout avec la question du décalage entre la fonction et les usages. Je parlais tout à l'heure des études sur le climat de l'erreur que nous avons fait avec Annalisa Soncini. Et elle a fait une série d'entretiens qualitatifs, des interviews avec des enseignantes italiennes. Euh, et elle posait deux questions. D'abord, elle posait la fonction de l'erreur et toutes les personnes interviewées répondaient que oui, l'erreur, c'est la base de la connaissance, c'est la marche sur laquelle on peut s'appuyer pour développer les compétences, pour apprendre davantage, etc. Et puis elle reposait la même question dans le cadre de l'évaluation. Elle ne disait pas quel type d'évaluation, elle parlait d'évaluation. Et là, tout de suite, il y avait un pas en arrière. Oui, mais enfin, bien entendu, au moment de l'évaluation, eh bien, l'erreur, ben, c'est un instrument d'évaluation. Si l'élève s'est trompé, eh ben, il faut quand même le noter, et puis ça a un impact sur l'évaluation, etc. Donc, et là, c'est à l'intérieur de la tête de la même enseignante. Et c'est pas une seule enseignante, hein, c'est toute une cohorte d'enseignantes. Et là, elle a publié ses résultats, ils sont vraiment passionnants. Elle montre bien comment ce conflit, qui est un conflit intra-institutionnel, peut devenir un conflit intra-individuel à l'intérieur des mêmes professionnels. Merci encore, Fabrizio. Merci beaucoup. On va pouvoir arrêter l'enregistrement de ce côté-ci. Voilà. Merci, binôme.